Bonjour et bienvenue sur le podcast Jury Nova. Je suis Cynthia Anison-Lorbert, coach professionnel PNL certifié, fondatrice du cabinet de coaching et de l'organisme de formation Jury Nova, spécialiste de l'évolution professionnelle des acteurs du droit. Ce podcast est à destination des juristes talentueuses et talentueux qui veulent impacter le monde de l'entreprise positivement grâce au juridique, c'est-à-dire faire bouger les lignes. Je vous accompagne dans l'évolution de votre carrière juridique. En bonus, je vous montre comment trouver simplement de nouvelles opportunités professionnelles et comment implémenter une recherche d'emploi efficace. Chaque semaine, je vous délivre des tips et conseils carrière précis et applicables immédiatement pour valoriser votre carrière juridique et vos compétences, pour booster votre visibilité et surtout pour construire une carrière valorisante qui a du sens et un équilibre de vie sain grâce aux opportunités en entreprise. C'est parti! Cette semaine, j'ai le plaisir de poursuivre le nouveau format dans le podcast Jury Nova, les interviews et témoignages des professionnels du droit, donc des juristes et des managers juridiques. Ils nous partagent avec plaisir et authenticité leur parcours et leur choix de carrière. Vous êtes nombreuses et nombreux parmi les juristes talentueuses et les juristes talentueux à suivre le podcast Jury Nova et à avoir apprécié ce format interview et partage d'expérience et d'expertise. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le podcast Jury Nova pour l'épisode 69, Séverine Chaudru, responsable juridique et conformité et DPO Europe, Moyen-Orient et Afrique chez Steelcase, avec une équipe de 3 personnes, dont 2 juristes, un juriste expérimenté avec 5 ans d'expérience en France et un juriste junior de 2 ans en Allemagne, et un paralegal dans l'équipe. Elle est rattachée au Corporate Compliance Officer Monde chez Steelcase. Elle nous partage aujourd'hui sa décision de se former au legal design. Nous allons donc voir ensemble les clés du legal design dans sa pratique quotidienne. Quelles sont les clés du legal design pour l'appliquer dans son quotidien? Mais avant cela, j'aimerais juste m'assurer auprès de vous que ces interviews et partages d'expérience et d'expertise que vous appréciez vous apportent également de l'inspiration pour votre propre évolution et votre propre choix de carrière. Si vous n'avez pas encore écouté certains d'entre eux, peut-être que certaines de ces personnes pourraient vous inspirer, et je l'espère très sincèrement. Je vous invite à consulter la liste exhaustive ci-dessous. Chaque épisode de podcast est disponible à l'écoute et à l'écrit sur le site www.jurynova.fr. Vous allez sur la partie podcast et blog et vous le trouvez à cet endroit. Donc, le premier interview lors de l'épisode 42 du podcast Jury Nova, il s'agissait de l'interview de Delphine Bordier sur le thème de directrice juridique à LegalOps. Le second interview lors de l'épisode 49 du podcast Jury Nova est l'interview de Marie Brunello, directrice juridique du groupe Xeliance depuis 2009, qui nous a partagé son expérience de juriste à directrice juridique. Le troisième interview lors de l'épisode 53 du podcast Jury Nova est celui de Géraldine Nallet, juriste bancaire depuis 15 années, nous a partagé son expérience de juriste et LegalOps. Le quatrième interview lors de l'épisode 54 du podcast Jury Nova est celui de Nouria André, directrice juridique du groupe Voltalia depuis 2017, qui nous a partagé son expérience de juriste à directrice juridique. Le cinquième interview lors de l'épisode 55 du podcast Jury Nova est celui de Manon Morales, ex-juriste et consultante en communication digitale, qui nous a partagé son expérience de la reconversion professionnelle à 100%. Le sixième interview est dans l'épisode 56 du podcast Jury Nova est celui d'Aurélie Gueffier, directrice juridique, qui nous a partagé sa vision du développement de son propre style managérial. Le septième interview, lors de l'épisode 57 du podcast Jury Nova, est celui de Siem Ayadi, dirigeante de Juridaï, ancienne directrice juridique et avocate, qui nous a partagé sa vision du legal design et de la direction juridique avec une surprise à la fin de l'épisode. Donc, je vous invite à aller le voir et on va en parler justement dans notre épisode aujourd'hui 69. Donc, la boucle sera bouclée. Alors, lequel vous voulez écouter? L'épisode 42, l'épisode 49, l'épisode 54, l'épisode 55, l'épisode 56 ou l'épisode 57? Ou alors celui d'aujourd'hui qui est l'épisode 69, ok? Vous voulez peut-être en réécouter aussi quelques-uns. Donc, allez-y, faites-vous plaisir et inspirez-vous, c'est très agréable. Revenons maintenant à l'interview de Séverine Chaudru. Elle répond avec précision et clarté à ces 4 questions.
Quel est l'intérêt de se former au legal design en tant que manager juridique pour soi et pour son entreprise? Deuxième question. Quelle est la valeur ajoutée du manager juridique formé au legal design au sein d'une entreprise? Troisième question. Quel est le parcours de formation le plus efficace pour un manager juridique? Quelles attitudes sont attendues et efficaces? Quatrième question, pour ceux qui sont intéressés, comment peut-on évoluer de manager juridique à manager juridique expert en legal design et être à l'aise rapidement? Quelles sont les compétences, le savoir-être et les expertises à acquérir rapidement? C'est parti, nous allons découvrir ensemble cette expérience du legal design par Séverine Chaudru. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Jurinova. Aujourd'hui, nous accueillons une responsable juridique. Bienvenue à vous. Nous accueillons Séverine Chaudru. Merci pour sa présence aujourd'hui. Séverine Chaudru est responsable juridique et conformité et DPO Europe et Moyen-Orient et Afrique chez Steelcase, une entreprise strasbourgeoise, avec une équipe de 3 personnes, composée donc de 2 juristes et d'une paralégale. Ces 2 juristes, donc il y a un juriste expérimenté avec 5 ans d'expérience en France et un juriste junior de 2 ans d'expérience en Allemagne. Et Séverine Chaudru, en qualité de responsable juridique et conformité, est rattachée au Corporate Compliance Officer Monde au sein de Steelcase. Donc Steelcase est, pour ceux qui ne connaissent pas encore, est le leader mondial de la conception d'espaces tertiaires. Donc, c'est une société de services. Nous concevons et fabriquons du mobilier et des solutions innovantes pour tous les espaces de travail, bureaux, éducation et télétravail. Par exemple, ils ont des cabines acoustiques pour s'isoler de l'open space, pour faire un Teams, notamment une visio. Et en Europe, ils sont principalement une marque B2B. Ils étaient principalement une marque B2B. Et depuis 2020, ils ont développé leur propre e-shop et ils sont référencés sur Amazon, la Fnac, Darty, pour notamment les sièges pour le télétravail et le gaming. Et leurs produits sont même visibles dans certaines Fnac physiquement. Donc Steelcase a des concessionnaires dans le monde entier pour ces espaces de travail, les bureaux, l'éducation et le télétravail. Bonjour Séverine, merci d'être parmi nous. Merci pour votre temps et votre partage. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur Steelcase? Tout d'abord, bonjour à tous. Merci Cynthia de m'interviewer. Oui, sur Steelcase, ce que je peux rajouter, c'est que l'équipe va accompagner le business dans toute la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, que ce soit sur des contrats de tout type, distribution, partenariat, achat, informatique, les sociétés, les contentieux. Nous travaillons main dans la main également avec les juristes en droit social. Nous sommes aussi en charge de la compliance anticorruption, droit de la concurrence et RGPD et sommes très actifs sur les sujets environnementaux, économiques circulaires et éco-conception et bien sûr prochainement la CSRD. La CSRD. Et, et cette année, j'ai décidé de me former au legal design avec une formation dont je vous parlerai plus tard. Mais là-dessus, Cynthia, je vous laisse reprendre la suite. Oui, tout à fait, puisque Séverine est parmi nous aujourd'hui, elle nous fait le plaisir de nous partager justement les clés du legal design dans sa pratique quotidienne. D'accord? Qu'est-ce que ça peut apporter, à quoi ça sert dans la pratique quotidienne des juristes et des managers juridiques. Et c'est pour cela que Séverine nous partage son expérience par rapport à la formation qu'elle a pu suivre et par rapport à l'application qu'elle en fait dans son quotidien. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour parler donc des clés du legal design en entreprise pour les juristes. Et on va justement aborder 4 questions ensemble. Alors, je vous les dis tout de suite, les questions, je vous les annonce, et puis au fur et à mesure, Séverine va nous partager son expérience, nous apporter des éléments complémentaires par rapport à cela. Donc, le premier point que nous allons aborder ensemble avec Séverine, c'est quel est l'intérêt de se former au legal design en tant que manager juridique pour soi et pour son entreprise et pour son équipe. Deuxième point que nous allons aborder ensemble, c'est quelle est la valeur ajoutée du manager juridique formé au legal design au sein d'une entreprise. Troisième point que nous allons aborder, c'est quel est le parcours de formation, ce que Séverine vient de vous annoncer. Quel est le parcours de formation le plus efficace pour un manager juridique et quelles attitudes sont attendues et sont efficaces. Et quatrièmement, pour ceux qui sont intéressés, comment peut-on évoluer de manager juridique à manager juridique expert en legal design et être à l'aise rapidement? Et quelles sont les compétences, savoir-être et expertise à acquérir rapidement?
Et donc, Séverine Chaudru nous partagera son expérience là-dessus, son point de vue et les compétences qu'elle a elle-même identifiées. Voilà, donc on commence tout de suite, Séverine, si vous en êtes d'accord. Donc, on commence tout de suite par le premier point. Quel est l'intérêt pour vous de se former au legal design, pardon, au legal design en tant que manager juridique pour soi, pour son entreprise et pour son équipe? Alors, je vais rephraser. Je vais dire comment je suis venue à me former au legal design. Comme je le disais, je travaille chez Seekase et un des anciens dirigeants de Seekase, Jim Hackett, avait vu tout le potentiel de l'approche design thinking pour l'entreprise. Tant et si bien que Steelcase a été un des actionnaires majoritaires de IDEO. IDEO, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est l'entreprise pionnière de l'approche design thinking. Du coup, le design thinking fait partie de la culture de Steelcase avec formation associée et l'approche est utilisée très régulièrement dans les projets et dans les réunions, que ce soit pour la création de produits ou pour des problématiques business. En tant que responsable juridique et conformité, j'ai été invitée à participer à des workshops de ce type et nous en avons aussi déjà lancé sur des sujets juridiques en incluant le business. Donc, c'est de là d'où je viens. Et là, je participe, je pense, il y a un peu plus d'un an, à une conférence de l'AIGE Alsace avec Imagine Legal Innovation. Et Carole Walter nous présente avec enthousiasme ce qu'est le legal design. Et je réalise que le legal design, c'est du design thinking appliqué au monde du droit, avec en plus un double focus sur le langage clair et le langage visuel, parce que beaucoup de ce qu'un juriste produit est un document, et du coup, ça fait du sens d'avoir du langage clair et du langage visuel. Pour moi, l'intérêt de se former au legal design est de casser les codes traditionnels des directions juridiques et de booster la créativité et l'innovation des juristes. C'est très motivant pour les jeunes et pour les moins jeunes. Voilà. C'est l'idée de balayer l'image d'Épinal du département des noms, du département juridique, que c'est compliqué le juridique, qu'on n'y comprend rien, le jargon. Il faut aller voir le juridique seulement si on a un problème, etc. Oui, oui, d'accord. Le legal design va faire voler en éclats ces objections. C'est une façon de vivre le métier de juriste avec passion et en l'améliorant, de développer sa vision stratégique et sa créativité. Ça permet de prendre du recul et avec les outils visuels, vraiment de développer une vision stratégique. Cela dit, pour nuancer, je pense que beaucoup de directions juridiques ont déjà évolué et ont déjà consciemment ou non intégré certains aspects du legal design, comme le langage clair. Mais elles n'ont pas forcément utilisé toute la démarche et toute la puissance d'une approche légale design de bout en bout. D'accord. Donc, si je résume, ce que vous avez appris en design thinking, ajouté au langage clair et au langage visuel, qui sont deux autres stratégies ou techniques qu'on inclut, font partie du legal design. Donc, vous avez su associer ces trois techniques quelque part, le design thinking, le langage clair et le langage visuel, pour justement adopter ce legal design au sein de la direction juridique, ce qui vous permet notamment de valoriser la capacité à communiquer de manière claire de la direction juridique envers les interlocuteurs que la direction juridique peut avoir, en interne ou en externe. Donc en externe, les clients, les fournisseurs, etc., les prestataires externes, et en interne, les dimensions business unit, les commerciaux, les directions financières, direction générale, etc. Marketing aussi. Donc c'est Voilà. quelque chose qui vous a permis de casser les codes traditionnels des directions juridiques. C'est ça. Et donc de booster la créativité et l'innovation des juristes. Et ce que je comprends, c'est que ça permet d'améliorer l'image de la direction juridique au sein de l'entreprise. Est-ce que vous partagez le point de vue? Oui, en fait, ça, en co-construisant avec les autres directions et en collaborant avec eux, on devient un département plus approchable, fournisseur de solutions plutôt qu'un département en attente. Alors, je ne vais pas utiliser le terme business partner, mais on devient un interlocuteur naturel sur des sujets juridiques ou un peu plus loin que du juridique.
Oui, donc une vraie collaboration entre les Voilà, équipes. tout D'accord. à fait. C'est très intéressant d'avoir ce point de vue, justement. OK. On passe à la deuxième question, si vous en êtes d'accord? Oui. Oui, très bien. Alors, quelle est la valeur ajoutée du manager juridique formé au legal design au sein d'une entreprise? Alors là, vous l'avez dit, la valeur ajoutée la plus évidente, c'est la communication. Cela va développer les soft skills d'écoute, d'empathie et de collaboration avec les différentes parties prenantes. Et également, en collaborant avec les autres, c'est une façon de persuader et d'embarquer les gens avec vous dans votre projet. Et comment ça se passe, cela? C'est qu'on met, avec le legal design, on met l'utilisateur au centre de la démarche. On va co-construire avec lui, on se centre sur l'utilisateur et on transforme sa façon de communiquer et de collaborer avec l'utilisateur. Euh, Comme je disais, le langage clair et le langage visuel sont deux des concepts les plus visibles et peut-être déjà les plus adoptés du legal design, mais c'est le résultat d'un process qui suit des étapes définies. Et la première, c'est l'empathie. L'empathie, c'est comprendre les besoins de l'utilisateur. On reviendra un petit peu de comment ça se passe, et comprendre les besoins des utilisateurs au cours d'entretien. Après, on va formuler le problème. Nous, chez Seekers, on va parler de questions centrales. Et après, on va faire une phase d'idéation. Donc, ce que tout le monde connaît, c'est la phase de brainstorming, hein, mais c'est cette idée-là. Et c'est pas du tout réducteur de dire brainstorming. Et il y a plein de façons de brainstormer. Et puis après, on va faire un prototype d'une solution. Et on va tester auprès des utilisateurs ce prototype. Oui. Et si ce prototype est idéal, on peut passer à la phase d'implémentation. Si ce prototype n'est pas idéal, on peut repasser par les étapes précédentes d'entretien utilisateur, de redéfinition du problème, de création de nouvelles idées et de nouveaux prototypes. Voilà, on peut revenir plus ou moins en arrière jusqu'à ce qu'on ait un prototype qui soit validé par les utilisateurs et qu'on mette en place. Et ensuite, on évalue ce qui se passe. Donc, l'empathie, vraiment, c'est comprendre son utilisateur. Alors, je vais vous donner un exemple. Si on sent qu'il y a un problème sur un contrat ou si un contrat est clé pour l'entreprise, ça peut valoir la peine de prendre du temps de suivre cette démarche. Et le legal designer, dans ce cas, peut réfléchir à la fois au process contractuel et au contenu du contrat. Donc, il va interroger les utilisateurs du contrat, les commerciaux, les clients, et réfléchir avec eux. Est-ce qu'on a besoin de ce contrat? Comprendre le process et les différentes étapes. Sont-elles dans le bon ordre? Y a-t-il des pain points, des clauses qui sont toujours négociées, qui sont jamais acceptées, des choses qui ralentissent la mise en place, qui énervent les commerciaux? Est-ce que, il y a d'autres étapes à rajouter qui sont pas formalisées mais qu'il faudrait formaliser, etc. Donc, sur le contrat, le contenu du contrat, qu'est-ce qu'un utilisateur comprend de ce contrat? Et l'utilisateur, c'est pas un juriste, c'est pas le juriste du client, c'est l'acheteur du client, c'est le commercial. Ça peut être aussi sur certains contrats, je disais que j'ai la partie conformité, ça peut être aussi les autorités. Qu'est-ce que penserait une autorité de cette clause si elle, voilà. Donc c'est tout ça à prendre en cause et on peut se créer un persona, donc identifier un utilisateur commercial interne, un utilisateur externe et un utilisateur autorité. Et en les personnifiant, donc ça s'appelle un persona, c'est une technique de design thinking, ça va aider à répondre à leurs attentes. Et je dirais que cette démarche, elle est utile en B2C, c'est là où c'est le plus évident, mais elle est aussi utile en B2B parce que dans le monde d'aujourd'hui, on a de moins en moins de temps pour gérer la direction juridique, les contrats, etc.
Donc, c'est peut-être souvent un point commun des personas de tous les commerciaux, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer aux documents juridiques et ce qu'ils veulent, c'est passer du temps devant un client à vendre plutôt qu'à négocier un client un contrat qui les ralentirait dans la relation client. Donc, une fois qu'on a défini un peu ce qu'on veut mettre dans le contrat, ça va être la technique du langage clair. Voilà, est-ce que mon commercial comprend ce contrat? Est-ce qu'il a envie de le lire, mais pas uniquement? Est-ce que les phrases sont courtes? Est-ce qu'il y a un seul sujet par phrase? Les paragraphes sont courts? Est-ce que je parle à la forme active? Est-ce que j'ai du jargon? Est-ce que je peux remplacer le jargon? Si je n'arrive pas à le remplacer, est-ce que je donne des exemples? Voilà. Il y a aussi tout un effort de structurer l'information avec des titres et des sous-titres, de regrouper les sujets communs au même endroit. Et ensuite, cerise sur le gâteau, on va utiliser cette structuration du document pour mettre du langage visuel. Pour ce qui est du langage visuel, on peut commencer avec des formes simples comme un cercle, un triangle, des lignes droites pour faire des connexions ou des relations et quelques logos bien choisis. Attention, hein, le logo, il faut qu'il serve le document, c'est pas juste pour faire joli. Il faut que ça aide à la compréhension. Et in fine, il faut que le but et que le contrat corresponde à la réalité, puisse être signé facilement et rapidement et créer une expérience utilisateur positive pour tous les utilisateurs qu'on a déjà mentionné. Et du coup, dans ce cas, par rapport à ce qu'on disait sur la communication comme la valeur ajoutée du legal design, le legal design est un vrai projet transversal à suivre avec recueil des besoins, nécessitant un investissement en temps, un sponsor, une équipe avec différentes compétences qui va collaborer pour construire la meilleure solution. Du coup, à travers le legal design, vous créez aussi de l'engagement autour de ce projet. Et la vraie valeur ajoutée pour l'entreprise est un contrat signé plus facilement et mieux apprécié des clients, un gain de productivité des commerciaux et un impact potentiel sur l'acquisition client et le chiffre d'affaires. Oui. C'est clair pour vous, du coup, Cynthia? Oui, tout à fait. C'est clair sur. En fait, ça a un impact direct sur le process commercial des commerciaux, du fait que vous êtes impliqué en qualité de juriste sur cette dimension persona, comme vous dites, qui est empruntée au design thinking et au marketing. Au marketing de base, les personas sont à chaque fois identifiés. Donc, ça permet de fluidifier le process de négociation des contrats pour les commerciaux. Et donc, eux, ils gagnent du temps, ils sont bien plus productifs. Et ça améliore cette relation client, enfin utilisateurs finaux, comme vous dites, qui sont finalement les clients. Et ça, je trouve ça très, très intéressant. Et ces différentes phases que vous nous expliquez, par rapport de l'étape 1 à l'étape 8, hein. La première, c'était l'empathie, donc avec le recueil des besoins par l'entretien. La phase 2, vous avez parlé de la définition du problème à résoudre. L'étape 3, avec l'idéation, le brainstorming, vous nous avez dit. L'étape 4, vous nous avez parlé du prototypage, donc c'est-à-dire le fait de développer le prototype, hein, pour tester. En étape 5, vous nous avez parlé du test en lui-même. En étape 6, bah, on est dans l'itération, c'est-à-dire qu'on applique, puisque le test a été favorable, on applique. On implémente en étape 7, on développe, on déploie. Et puis en étape 8, on évalue s'il faut ajuster ou non. Et donc dans ce cas-là, on peut revenir à l'étape 1 s'il y a des ajustements pour reprendre le process, pour recollaborer avec toutes les parties présentes, pour améliorer sans cesse le process, pour toujours gagner en fluidité de communication, en productivité, en efficacité, pour que les besoins finaux des utilisateurs finaux pour leurs clients soient bien appréhendés, soient bien traduits dans l'exemple du contrat notamment que vous nous avez donné, qui est concret pour une direction juridique. Donc je trouve ça extrêmement clair et ça apporte énormément en termes de communication, en termes de valeur ajoutée d'une direction juridique qui est associée à tous les projets finalement, enfin à tous les projets du moins propres au contrat, associés au contrat pour cette négociation, pour faire gagner du temps aux commerciaux. Et on sait bien que ce sont des points de friction très souvent entre les directions juridiques et les directions commerciales où ils perdent du temps avec les contrats, notamment sur les clauses qu'on n'arrive pas à signer, ce que vous nous avez dit tout à l'heure, hein, les clauses récurrentes qui ne sont pas signées, qui sont négociées. Et donc voilà, donc merci pour cette présentation très structurante par rapport aux étapes que vous nous avez décrites, qui est sur le legal design, qui est très intéressant. Et je souligne, hein,
à nouveau que la FJE propose un certain nombre de conférences à travers la France, pas que sur la région parisienne. Et l'année dernière, j'ai eu l'occasion, avec Séverine Chaudru, de participer à la conférence qu'elle nous a citée tout à l'heure, propre au legal design. Donc, ça vous apporte si vous avez besoin. Souvent, la FGE en propose durant l'année, hein. Si vous avez envie, suivez bien le programme de la FGE, dont Séverine Chaudru est membre également au niveau de la FGE Alsace, puisque ça va vous donner des éléments complémentaires si vous êtes intéressé par le sujet. Je ferme ma parenthèse et je vous propose de poursuivre, Séverine. Alors, troisième point que nous voulions aborder. Donc, quel est le parcours de formation le plus efficace pour un manager juridique selon vous et votre expérience? Et quelles attitudes sont attendues et sont efficaces? Ok, alors de mon côté, j'ai choisi de suivre la formation proposée par Juridi et EDEC Augmented Law Institute. Et en fait, j'ai participé au Legal Design Challenge et j'ai bénéficié d'une bourse et j'ai trouvé qu'un certificat de l'EDEC Augmented Law était un gage de sérieux car ils sont très actifs sur les transformations des métiers du droit et des directions juridiques avec leur concept de juriste augmenté. Et du coup, bah, j'ai suivi ce programme de 14 heures qui est 100% en ligne. Donc, j'ai pu le démarrer tout de suite. C'était un gros avantage aussi, qui a été préparé et mis en place par Siem Ayadi. C'est un programme qui est particulièrement riche et qui fait intervenir des spécialistes ici du monde du droit, de la communication, du legal design et même de la satisfaction client. Et j'ai vraiment trouvé tous les intervenants passionnés et passionnants, sachant que la formation est certifiante. Du coup, chaque module est suivi d'un quiz. Mais c'était quelque chose de très motivant à faire, même à distance. Et question attitude, je vais en citer seulement certaines. La première, c'est l'écoute utilisateur, ce qu'on appelle l'entretien ou l'interview utilisateur. Et il s'agit de prendre le temps de bien comprendre les utilisateurs. On parle d'écoute active, c'est-à-dire sans juger, sans déjà penser à la solution. Je pense que souvent, le juriste, on est très centré solution, mais dans un premier temps, il faut écouter sans chercher à obtenir la confirmation de ce qu'on pensait, vraiment être ouvert, sans biais. On va préparer des questions pour aider l'utilisateur à aller plus loin et en proposer d'autres en fonction euh, de ce qu'il va dire et si possible avec des questions ouvertes parce qu'il y aura plus d'informations qui va être donnée et qui va ressortir de ce type d'entretien. Et idéalement, parce que c'est tellement crucial, cette partie entretien utilisateur, il se fait à trois. Il y a l'utilisateur, il y a une personne qui pose les questions et une autre personne qui prend des notes sur les réponses et aussi les réactions. Comme vous savez, là, énormément, il y a une grosse portion de la communication qui passe en non-verbal. Et du coup, d'avoir une tierce personne qui va prendre des notes et qui va noter les réactions, peut-être juste en faisant des smileys qui sourient, qui sont interrogatifs à côté de ce qu'il a écrit, va aussi être une information à utiliser. Par exemple, une réaction négative qui n'est peut-être pas dite ou une main devant la bouche ou des choses comme ça peut être un signalement de pain points, qui sont des choses qu'on veut identifier et qu'on veut supprimer dans la phase d'idéation et de prototypage. Je dirais que voilà, c'est vraiment une démarche qui est consciente d'écouter quasiment sans interrompre et c'est pas forcément la chose la plus naturelle parce que sous la pression du temps, on a tendance à sauter directement à la solution. Du coup, c'est une attitude à développer que le legal design permet de faire. L'autre attitude, c'est se mettre à la place de l'utilisateur. Et je dirais, c'est le faire à tout moment sur un grand projet, là, comme l'exemple que je citais dans la première question, ou sur une question simple. Je vais vous donner un exemple très simple. Dans un email à l'intention d'un directeur e-commerce, celui-ci voulait une réponse vite et claire.
c'était quelque chose un peu gris, mais on a répondu à sa question dans la première phrase et ensuite on a mis les détails du raisonnement en dessous. C'est voilà, c'est aussi une question de bon sens. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens qui font comme ça, mais voilà, et même dans des réunions business, ça peut être de dire, mais au-delà du rôle de juriste, qu'est-ce que penserait l'utilisateur de ce changement que vous voulez faire? L'autre attitude, c'est de tester et demander du feedback. Et là encore, c'est pas quelque chose, je pense, qui est naturel de demander du feedback parce qu'on a peur d'être jugé. Pour ce faire, en fait, il va falloir faire un prototype. Et le prototype, c'est un prototype, ce n'est pas un contrat ou un process parfait. Or, les juristes ont tendance au perfectionnisme. Donc, c'est une ébauche contient juste ce qu'il faut pour obtenir du feedback et confirmer qu'on va dans la bonne direction. Il ne faut pas y passer trop de temps, car si c'est pas le bon, il faut qu'on puisse l'abandonner sans se sentir profondément vexé que ça ne convienne pas. Et pour moi, c'est contre nature pour un juriste de faire quelque chose voilà, d'ébauche et de demander du feedback pour tester le produit et l'améliorer. Mais c'est la force de la méthode qui a été utilisée dans de nombreux domaines. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans le domaine juridique. Le prototype peut être dessiné à la main si c'est un contrat avec avec du langage visuel, il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses très compliquées. Ça peut être, ou un process, ça peut être des flèches avec des traits de crayon, des bonhommes dessinés tout basiquement. Ça n'a pas besoin d'être beau à ce stade-là, c'est obtenir le feedback. Si le feedback est positif, on progresse sur le prototype, quitte à repasser plusieurs fois par la demande de feedback quand on avance. L'exemple de contrat, on peut valider l'approche générale et puis après, on peut revalider deux ou trois clauses qui sont particulièrement difficiles ou le juriste a eu du mal à l'écrire et vérifier que c'est bien compréhensible pour tout le monde. Voilà. Si le feedback est négatif, il faut poser des questions pour bien comprendre le feedback, toujours sans jugement, et tester une nouvelle solution. Donc, c'est ce que je disais au début, c'est qu'on peut repasser jusqu'aux phases de départ, de entretien utilisateur, définition de la question ou du problème qu'on veut résoudre, idéation et prototypage. Voilà les trois attitudes dont je voulais parler. D'accord, merci pour ce partage. Donc, ces trois attitudes sont très claires au niveau de ce qui est dit par rapport à l'écoute utilisateur, se mettre à la place de l'utilisateur et demander du feedback pour toujours progresser et améliorer son prototype, son process, son contrat, ses clauses, etc. Donc, c'est extrêmement clair sur les attitudes qu'il faut adopter. Et donc, l'écoute active est quelque chose à acquérir, à activer. Et c'est une compétence assez transverse aussi qui va être utile donc, dans ce contexte pour le juriste qui ne l'a pas encore développé. D'accord? Souvent, les managers l'ont quand même un petit peu développé de par le fait qu'ils sont managers et donc ils ont à écouter leurs collaborateurs régulièrement. Donc, ça va leur permettre éventuellement pour les managers de se rappeler ce qu'est l'écoute active. Et puis, l'écoute active est également une compétence transverse qui, développée dans le Lego Design, va servir aux managers de personnes, mais il va également servir aux managers de projets. Si vous gérez des projets, donc là on sera déjà sur un projet, mais si vous avez à gérer des projets en contract management, en mise en place de projets digitaux ou autres, de projets compliance, c'est également une compétence qui va être transférable sur d'autres domaines de la vie professionnelle du juriste. En fait. Cette écoute active est nécessaire et c'est la première compétence notamment des coachs et des leaders. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est vraiment très important pour passer du manager au leader notamment et donc à des gestionnaires de projets qui vont leader leur projet, qui vont l'emmener jusqu'au bout. Donc c'est vraiment une compétence nécessaire qui est transférable dans plusieurs domaines de vie et de vie professionnelle notamment. Euh, voilà. Et le feedback, de savoir demander du feedback, c'est également réussir à se détacher justement de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est de se détacher du regard de l'autre et de la peur de son jugement, en fait. Puisque vous êtes dans la démarche proactive, c'est un changement d'état d'esprit, de mindset, comme on dit.
À partir du moment où on demande du feedback, bah, on accepte de le recevoir, qu'il soit positif ou négatif, et on a des process clairement définis. Si le feedback est positif, je poursuis sur cela. Si le feedback est négatif, je reprends à cette étape-là. Et donc, dans ce cas-là, jamais la personne ne se sent visée. Elle suit son process pour tout le temps être en amélioration et en progression. Soit c'est positif, je reprends à cette étape et je poursuis, soit c'est négatif, je reviens aux étapes précédentes et je repoursuis, je reviens aux entretiens utilisateurs, etc. Et donc, on voit bien que c'est très, très clairement un process qui permet de se détacher de cette peur du regard de l'autre qui peut parfois caractériser le juriste. Donc, c'est vraiment, ça permet un développement des soft skills extrêmement fort, ce legal design, qui permet le développement de ces soft skills qui sont transférables sur les autres domaines de vie professionnelle et pas, qui ne seront pas qu'utilisés ici, en fait. Donc, c'est encore un point complémentaire pour justifier le fait ou argumenter auprès des juristes qui voudraient se former au legal design. Toutes les compétences acquises ici vont pouvoir être transférables ailleurs, tout comme vous l'avez fait avec le design thinking que vous appliquez ici et que vous développez par ailleurs également, Séverine. Donc, merci pour ce partage. Oui, C'est très, très concret. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose. oui, je voulais ajuster justement que ma participation au Legal Design Challenge, j'avais axé sur les soft skills, enfin sur le juriste augmenté et sur comment l'IA allait impacter les juristes. Et je disais que face à la machine, en fait, ça allait libérer du temps pour les juristes et ça allait leur permettre de développer ces soft skills, dont celui d'empathie, de collaboration, etc. Oui, tout à fait, d'écoute active, demander des feedbacks, etc. Donc, être Voilà. dans la collaboration, l'amélioration continue. Donc, ça permet vraiment de développer ses compétences comportementales et encore plus d'axer le temps libéré grâce à l'IA sur ce développement des compétences comportementales qui est parfois reproché au juriste, puisque le juriste est considéré qu'il a le nez dans ses contrats ou dans sa réglementation et qu'il ne développe pas suffisamment ses autres compétences qu'on pourrait qualifier de communication classique, mais à l'intérieur de la communication, il y a l'écoute active, l'empathie, etc. Il y a beaucoup d'autres choses qui viennent dans cette communication, ces compétences en communication. Donc, merci pour ces précisions, Séverine, et ce partage. Et donc, dernier point que nous allons aborder ensemble aujourd'hui, c'est pour ceux qui sont intéressés, comment peut-on évoluer de manager juridique à manager juridique expert en legal design et être à l'aise rapidement? Quelles sont les compétences, les savoir-être et les expertises à acquérir rapidement? Alors, je dirais que la première chose, c'est se faire confiance et faire confiance aux outils. Suivre une étape après l'autre et parfois revenir en arrière. Donc, le feedback, ouais, c'est un conseil, hein, c'est une amélioration qui est proposée. Et voilà, s'il faut revenir en arrière, c'est pour que la solution finale soit la meilleure possible. Donc, ça, c'est la première chose, la confiance en soi et dans les équipes et dans les outils. Après, je dirais, c'est faire équipe avec les bonnes personnes pour la phase d'idéation et même voilà, pour les entretiens utilisateurs, il faut opter pour la diversité pour trouver la meilleure solution. Si on prend que des clones de soi-même, on n'aura pas le même résultat que si on a une diversité, une diversité dans l'équipe qui va réfléchir au problème. Après, il y a faire preuve d'une certaine humilité. Donc, c'est le dosage entre la confiance et l'humilité, en restant objectif avec, et avec une écoute poussée quand on interroge les utilisateurs, en s'assurant que dans la phase de brainstorming, les idées de tout le monde sont entendues. Il peut y arriver qu'il y ait des directeurs, par exemple, qui soient dans un brainstorming, mais c'est pas parce qu'ils sont directeurs que leur idée est meilleure et qu'il faut pas créer des idées par tout le monde. Donc, il faut trouver des méthodes pour ce faire. Aussi, par rapport à l'humilité, les idées n'appartiennent à personne. La solution est collective. C'est quelque chose que j'ai entendu, que j'ai trouvé très porteur. Et puis aussi, en termes de technique, lors du workshop, gérer le timing. Voilà. Donc, il faut faire confiance aux outils, mais il faut du coup Il faut gérer son voilà, temps. il faut gérer son temps, parce qu'il y a une phase où on essaye de générer un maximum d'idées, puis après, il y a une phase de recentrage sur les meilleures idées. Voilà. Donc, il faut pouvoir passer par toutes les étapes dans le temps imparti. D'accord.
Voilà, et je dirais, il ne faut pas oublier non plus à la fin du process de legal design de mettre en place un plan d'action avec KPI. Donc, dans- c'est la phase d'implémentation, car prototyper et valider un prototype est une des étapes, mais la finalité, ça va être de lancer le produit, le service, le contrat, le nouvel process contractuel. Voilà. Hmm. Et, et, et pour conclure, j'aimerais ajouter deux choses. Un manager formé au legal design peut très bien animer un workshop en design thinking sur un autre sujet. C'est une méthodologie qui est complètement transposable à d'autres domaines. C'est vraiment une nouvelle corde à l'arc du juriste formé au legal design, c'est animateur de workshop en design thinking. Et puis, à titre personnel, je dirais que c'est un booster de créativité. Il y a une dimension plaisir à trouver ensemble une solution, à travailler différemment, à utiliser le langage visuel et à renouveler sa pratique du droit. Oui, donc ça booste la créativité du juriste, hein, vraiment. Voilà. Et comme vous le dites très bien, c'est une compétence transverse, donc cette méthode, cette compétence acquise peut être transférée à d'autres workshops, comme vous dites par rapport à l'exemple, ou d'autres gestions de projets, d'autres projets. Et là, vous nous avez pris l'exemple du workshop en design thinking. Donc, ce qu'on peut leur donner comme argument de motivation, c'est que le temps passé à acquérir ces compétences vont pouvoir les aider dans d'autres domaines, d'autres projets qu'ils ont à faire ou d'autres prises de parole ou d'autres animations de workshops, de comités ou peu importe, ou de travaux de groupe et de projets collaboratifs. Donc ça, c'est très intéressant. Un autre point par rapport à ce que vous nous avez dit sur les feedbacks. Comme quoi, il faut aussi parfois revenir en arrière et justement utiliser les feedbacks que l'on reçoit, positifs ou négatifs. Est-ce qu'on peut dire que ce feedback est une boussole finalement pour orienter son projet ou réajuster son projet? Complètement. Alors, ce qu'on dit chez TK, c'est feedback is a gift. Si on demande l'avis des utilisateurs, c'est pour en tenir compte. Voilà, et parfois, bah, le prototype, ça peut de dire, c'est pas utile d'aller dans cette direction, il faut faire autre chose, il faut plus se concentrer sur autre chose. Voilà, donc faut vraiment y aller avec une écoute active et avec la volonté d'écouter ces feedbacks et de les mettre en pratique. Alors, peut-être que si on n'est pas sûr d'un feedback, on peut aussi demander des explications à la personne qui demande du feedback. On peut aussi faire un autre entretien utilisateur pour voir si ce feedback est confirmé. Et puis, ça peut aussi permettre de découvrir de nouvelles opportunités d'amélioration sur ce problème qu'on voulait résoudre ou sur un problème annexe. Et complètement, c'est la boussole, c'est ce qui va diriger le produit final. Et voilà. Oui, d'accord. OK. Donc, on a vu avec Séverine l'intérêt de se former au legal design, l'impact que ça peut avoir sur les autres domaines professionnels et le fait que ce sont des compétences transverses, les différentes compétences donc, comportementales, donc les soft skills que vous avez développées, notamment en termes de communication, d'écoute active, de réception des feedbacks, d'utilisation des feedbacks. Et dans ce cadre-là, le juriste associé au projet ou la direction juridique est dans une démarche collaborative et donc est intégré au projet et ça permet d'améliorer la fluidité de communication, d'échange, de partage avec les différentes directions associées au projet de ce legal design par rapport à un contrat ou autre chose et d'aller éventuellement vers du design thinking sur d'autres projets. Donc c'est vraiment très, très intéressant. Eh bien, merci en tout cas, Séverine, pour ce partage par rapport au Lego Design. C'est toujours très intéressant. Alors, comme je sais que vous êtes membre de la FJE Alsace, est-ce que éventuellement vous voulez nous parler des prochains événements à la FJE Alsace qui vont se dérouler notamment en décembre? Est-ce que vous voulez nous partager le prochain événement? Alors oui, tout à fait. Alors le prochain événement, il y a l'Euro Airport de Mulhouse. C'est le 5 décembre à 18h30. Et le sujet, c'est entreprise en difficulté, juriste
adopter les bons réflexes. Et l'idée, c'est que le juriste soit prêt si un de ses partenaires, si un des partenaires de l'entreprise dans laquelle il travaille est en difficulté. Que ce soit un créancier ou que ce soit un fournisseur, il y a des réflexes à avoir et des bonnes pratiques à adopter. Et c'est vraiment, l'idée, c'est de former le juriste avant que ce genre d'événement arrive. Parce que quand ça arrive, il faut aller très, très vite et avoir les idées bien claires. Du coup, on espère que personne n'aura à s'en servir, mais malheureusement, statistiquement, les défaillances d'entreprises sont en hausse. Donc, c'est, voilà. On essaye beaucoup à la FJE Alsace de développer la culture juridique sur des sujets qui ne sont pas forcément le quotidien, mais vraiment, c'est avoir les bases dans ce domaine pour que si jamais ça arrive à un des partenaires de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, le juriste sache ce à quoi il doit s'atteler en premier et sous quelles échéances, etc. D'accord, donc il en ressort avec sa feuille de route sur les actions à mener euh, Voilà, dans un certain ordre pour pouvoir faire face, justement dans l'urgence, en général c'est dans l'urgence, oui, pour faire face exactement. à la défaillance du partenaire, à ses difficultés, etc. Et quoi mettre en place, etc. pour ne pas être trop impacté, pour pouvoir faire face derrière. Et puis, D'accord. le juriste peut même proactivement décider d'aller former son DAF et sa direction à ce qu'il y a à faire si ça arrive, parce que quand ça arrive, il faut tout le monde s'intéresse à la question et si les gens sont préparés, c'est toujours mieux. Oui, d'en avoir parlé en amont, hein, d'être dans la prévention, disons, et l'information en amont au cas où ça arrive pour que chacun soit au courant. C'est beaucoup plus facile d'en discuter par la suite une fois que c'est concret, finalement. Tout à fait. Ok. Et donc, ça a lieu, vous avez dit, au mois de décembre, Oui, c'est le 5 décembre. le 5 décembre, à l'Euro Airport de Mulhouse. Très bien, donc c'est Voilà. bien physiquement. Et il y aura un after work en janvier également. Et un after work en janvier, d'accord. Vous avez déjà la date ou pas encore? L'afterwork en janvier, c'est le mardi 16 janvier et ça sera probablement sur Strasbourg. On n'a pas Probablement encore le lieu. D'accord. Donc déjà, les juristes qui nous écoutent, qui sont en Alsace, qui voudront venir, ce sera le 16 janvier, donc vous pouvez réserver votre soirée. Et le lieu sera confirmé d'ici quelques temps, si c'est sur Strasbourg, mais a priori, oui. Voilà, c'est l'afterwork, c'est le format convivial, vraiment pour connecter. Et il ne faut pas hésiter à venir avec un ami pour faire découvrir la FJU Alsace. Ok, ah bah, c'est très chouette. Merci pour l'annonce de ces événements au sein de la FJE Alsace. Et puis merci pour ce partage sur le legal design, le partage de votre formation, hein. Je rappelle à l'EDEC Business School, avec une association avec Juridi et donc CM Ayadi qui a monté la formation, 14 heures, une formation certifiante sur le legal design avec différents intervenants. Donc c'est très riche au niveau de cette formation. Et donc, on encourage bien entendu tous les juristes qui le veulent et qui le souhaitent à éventuellement se former au legal design. Merci à vous, Cynthia, du coup, pour cette interview et de vous être intéressée à ce sujet qui est vraiment passionnant et cette formation qui, je pense, est utile à beaucoup, beaucoup de juristes et peut faire progresser beaucoup de juristes dans leur pratique du droit. Oui, tout à fait. Et leur communication. Donc, c'est vraiment très important. Donc, on vous encourage, bien entendu, les juristes, à vous former au legal design. Merci Séverine pour votre présence, votre temps et ce partage. Et à très bientôt dans le podcast Jurinova. On espère vous revoir bientôt. Belle journée à vous. Au revoir Séverine. Au revoir. Nous nous sommes posé les 4 questions suivantes tout au long de l'épisode et Séverine nous apporte des réponses précises et claires. Première question. Quel est l'intérêt de se former au legal design en tant que manager juridique? Pour soi, pour son entreprise. Deuxième question. Quelle est la valeur ajoutée du manager juridique formé au legal design au sein d'une entreprise? Troisième question. Quel est le parcours de formation le plus efficace pour un manager juridique? Quelles attitudes sont attendues et efficaces? Quatrième question. Pour ceux qui sont intéressés,
Comment peut-on évoluer de manager juridique à manager juridique expert en legal design et être à l'aise rapidement? Quelles sont les compétences, le savoir-être et les expertises à acquérir rapidement? Maintenant, je m'adresse à vous, chères juristes talentueuses et chers juristes talentueux. Quelle est la question qui vous a le plus interpellé? Quels sont les tips et conseils et partages qui vous aident le plus? Quel partage d'expérience résonne le plus en vous? En conclusion, le legal design vous intéresse-t-il? Si oui, si c'est le cas pour vous, je vous conseille, pour aller plus loin dans votre réflexion et votre introspection, d'aller explorer cette formation délivrée par Juridae et l'EDEC Augmented Law Institute et de vous abonner à leur compte LinkedIn également pour suivre toutes leurs actualités. C'est à vous de jouer. Votre avenir vous appartient. En aparté, si vous êtes intéressé par l'accompagnement individuel en one-to-one, bilan de compétences et orientation professionnelle qui est finançable par votre CPF, vous recevrez en cadeau l'accès pour 12 mois à l'Académie des jurys Nova pour préparer votre mobilité après avoir fait le point sur votre carrière, vos compétences et définir votre projet professionnel lors du bilan de compétences. D'accord? Donc, vous recevez le bilan de compétences et ensuite, vous avez l'Académie des jurys Nova pour préparer votre mobilité. OK? Donc, il reste une place en décembre pour l'accompagnement individuel, bilan de compétences et orientation professionnelle. Et nous avons ouvert 4 places pour janvier et 4 places pour février. Donc, en décembre, nous commençons le mercredi 6 décembre. OK, il reste une place. En janvier, nous commençons le mercredi 17 janvier. Il reste 4 places. Et en février, nous commençons le mercredi 14 février et il reste 4 places également. Le process est simple, hein. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi sur mon site www.jurinova.fr, jurinova.fr, pour l'entretien exploratoire qui est gratuit et confidentiel. Si toutefois, votre demande revêt un caractère d'urgence, licenciement, démission, situation de harcèlement, reprise après longue maladie, je vous invite à me contacter directement par mail afin de trouver un créneau rapidement ensemble. Nous trouverons une solution ensemble. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurinova.fr. Jurinova, c'est Jurinova. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre roadmap gratuite dédiée à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurys Nova. Mon objectif, que vous bénéficiez d'une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils carrière, les expériences de mes clientes et clients, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple, hein. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr ou sur la page d'accueil. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jurinova dédié à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 années dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein du cabinet de consulting et coaching Jurinova que j'ai fondé, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF, pour votre plus grand bonheur. C'est-à-dire vous permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit le bilan de compétences, l'accompagnement à la mobilité, l'accompagnement à la prise de poste, le développement professionnel sur la gestion de votre temps, la gestion de vos émotions, votre assertivité et votre leadership, ou la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer à travers ma société et mon organisme de formation soumis au Code du travail. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jurinova. Un grand merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela ne vous prendra que quelques instants. 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jurinova.
Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous avec 2 ou 3 amis ou 2 ou 3 collègues et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, cela les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn, Cynthia Anison-Lorbert ou Instagram, Jurinova, en messagerie privée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 70. Belle écoute à vous, chers juristes talentueuses ou talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.